Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver et de voir qu'on est de plus en plus nombreux à participer au voyage. C'est encore un chouette programme qui nous attend. À vol d'oiseau, je peux vous dire qu'on va parcourir près de 15 000 km aujourd'hui. À commencer par l'Inde. Bombay sera notre première escale. Un bouillonnement de couleurs, d'odeurs, de bruits, une jungle urbaine. Surtout quand on s'y balade à 1,20 m à hauteur d'enfant. Comme Rudyard Kipling. Il fait ses premiers pas ici, dans cette maison. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, le petit Britannique va emmagasiner des sensations qui vont lui servir bien plus tard à écrire le livre de la jungle. À Cuba, nos sens vont rester aussi en éveil. Vous allez avoir comme une envie incontrôlable de mettre un pied devant l'autre et de chalouper. Nous allons partir sur les traces du Buena Vista Social Club et du son, le son typiquement cubain. Un rythme qui raconte l'histoire du pays. Tiens, on n'a pas fait de camping ensemble encore. Eh ben, j'ai trouvé un emplacement pas banal, à Paris, entre la Concorde et l'Étoile. 2 km parsemés de bosquets, les Champs-Élysées. Vous avez bien entendu, la supposée plus belle avenue du monde a déjà servi de terrain de camping. Je vous dirai tout en fin d'émission, ce sera l'incontournable. Paris donc, mais aussi La Havane et Bombay. Invitation voyage, c'est parti. Depuis au moins 5 générations, les parents, les grands-parents et les enfants feuillettent ce bouquin. Ce livre, c'est le livre de la jungle. Bon, elle n'est pas toute jeune, cette édition. N'empêche que cette histoire, Rudyard Kipling l'a écrite pour sa fille à l'origine, Joséphine. Il habite alors le Vermont au milieu de la neige et tous les souvenirs de son enfance en Inde, à Bombay, refont surface. Même si beaucoup continuent de l'appeler Bombay, la capitale économique de l'Inde se nomme désormais Mumbai, et il y fait presque toujours beau. La ville, pour celui qui la découvre la première fois, est d'abord un torrent humain, un flot de voitures et de passants traversant la chaussée, une foule portant des vêtements colorés et légers. Une énergie qui lui vaut le surnom de Maximum City, la ville maximum, vitrine d'une Inde conquérante qui exhibe sa puissance. Cette cité portuaire de la côte ouest de l'Inde est riche de nombreux temples hindous, de mosquées et d'églises, témoignant de la pluralité religieuse. Occupée par les Portugais, elle est devenue colonie anglaise en 1661. On retrouve cet héritage britannique dans le sud de Bombay, autour de la gare, la tour de l'horloge ou la porte de l'Inde. C'est ici, dans une Inde encore sous domination britannique, que naît en 1865 Rudyard Kipling, futur prix Nobel et écrivain universellement connu pour son livre de la jungle. Ce chef-d'œuvre raconte l'histoire d'un enfant, Mowgli, un petit homme, élevé dans la jungle indienne par une meute de loups. Le petit Rudyard a vécu les 6 premières années de sa vie dans une autre jungle, une jungle urbaine, Bombay. Il y a construit son imaginaire, qui a nourri son œuvre d'une Inde mythifiée. Parfois critiqué pour son prisme colonialiste, il portera toute sa vie pour ce pays et sa culture une fascination sincère. J'ai toujours été sensible aux ténèbres menaçantes des soirées tropicales, de même que j'ai aimé la voix de la brise nocturne dans les feuilles de palmier. Dans le quartier colonial d'Oval Medan, au sud de la ville, l'illusion d'un voyage dans le temps est parfaite. Le campus boisé de l'école d'art est une oasis étonnamment paisible dans une ville trépidante. Le père de Kipling en était le directeur. C'est donc là que l'on peut visiter sa maison d'enfance, où il a vécu 6 années durant. Rudyard Kipling est né ici, sur le campus. Et c'est dans ce bâtiment et dans ce jardin qu'il a passé les premières années de sa vie. Kipling fait ses premiers pas sous la véranda, ouverte sur le jardin, qui évoque une petite jungle. Il dort avec sa sœur cadette au premier étage de cette maison dont les fenêtres laissent passer le jour, permettant aux brises de rafraîchir les pièces. C'est ici, sous les franges des hautes palmes où se réfugient les perroquets, où les lucioles abondent dès la nuit tombée, qu'il s'ouvre à la vie et rêve tout éveillé.
Il a très bien décrit la lumière, comme celle qui m'entoure, cette lumière tropicale si particulière. Il parle aussi de la brise, qui est très spéciale ici, puisqu'il s'agit de la brise de l'Ouest, qui vient de la mer toute proche. Et cette maison est entourée d'arbres. C'est cette ambiance que je trouve lorsque je lis les poèmes qu'il a écrits. Les Kipling se sont installés en Inde en 1865, l'année de naissance de leur premier enfant, Rudyard. Son père était un artiste, peintre et sculpteur, avant de diriger l'école d'art. Sa mère, cultivée et ambitieuse, côtoie les personnalités. La famille dispose d'une vingtaine d'employés de maison, dont une nourrice qui prend soin de Rudyard. C'est elle qui, pour l'endormir, lui raconte des légendes indiennes peuplées d'animaux. Des légendes qui vont profondément marquer le petit garçon, avec des noms aux sonorités étranges, qu'il transposera quelques années plus tard dans son livre de la jungle. Le vieil ours Balou, le sage python Kaa, le tigre boiteux Shere Khan et Bagheera, la panthère noire agile. Plus qu'un romancier, Kipling sera un poète. Imaginez Rudyard enfant, qui vit dans ce campus très boisé, qui à son échelle devait avoir des airs de véritable jungle. C'était plein d'animaux et d'oiseaux. Vous pouvez les entendre chanter. Aujourd'hui encore, les arbres sont pleins de chauves-souris. Et il y a aussi toutes sortes d'oiseaux, ainsi que des chiens et des chats. Tout cela a dû se mélanger dans son esprit pour ensuite donner naissance au livre de la jungle. Quelquefois, Bagheera, la panthère noire, venait en flânant au travers de la jungle et restait à ronronner, la tête contre un arbre, pendant que Mowgli récitait à Balou la leçon du jour. Autour de la maison des Kipling, le quartier colonial d'Oval Medan est l'autre terrain de découverte du petit Rudyard. Ses parents mènent une vie mondaine et le confient la plupart du temps à sa nourrice. Grâce à elle, il découvre l'Inde véritable, celle des hommes aux turbans multicolores et des femmes en sari. En Inde, ce sont les grands-mères qui racontent les histoires du soir aux enfants. Et je suis sûre que sa nounou lui en a raconté de ces légendes excitantes. Et c'est ce qui a fait naître sa passion pour l'Inde. L'école où il est né se trouve juste à la lisière entre la ville coloniale et la ville indienne. Il passait d'un monde à l'autre. Ainsi, il a pu comparer les deux parties de la ville, et je pense qu'il était plus à l'aise avec les Indiens qu'avec les Britanniques. Dans le quartier colonial, les monuments emblématiques ont été préservés. La gare se situe à 10 minutes de marche de la maison des Kipling. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est considérée comme l'une des plus belles gares du monde, avec son dôme de pierre, ses tourelles et ses arcs brisés. Autre emblème, à 15 minutes de marche, au sud du quartier, la Porte de l'Inde, arche monumentale en grès jaune de 26 mètres de haut. En remontant un peu vers le nord, on découvre une réplique de la tour du palais de Westminster. Les architectes indiens ont parfois intégré à ces sévères bâtiments des détails typiquement indiens, comme ces maharajas cachés sur l'université. Avant les Britanniques, Bombay n'était qu'un petit village de pêcheurs, créé à partir de 7 îles différentes. Elles appartenaient aux sultans locaux. Plus tard, les Portugais sont venus du sud à la recherche d'épices. Au début du XVIe siècle, ils ont acheté ces îles aux sultans. Ce n'est qu'en 1662, lors du mariage de l'héritière du Portugal, Catherine de Bragance, avec le souverain britannique Charles II, que Bombay est devenue anglaise. Dans ce quartier d'Oval Medan, chaque jour, à l'heure du thé, les pelouses sont prises d'assaut par des joueurs de cricket, rappelant le Bombay du XIXe siècle. Mais les joueurs sont aujourd'hui indiens.
Un peu plus au nord du quartier, la cathédrale Saint-Thomas, première église anglicane de Bombay. À la fin du 19e siècle, ce bâtiment est au cœur de la vie sociale des Britanniques. Voici la cathédrale Saint-Thomas. C'est ici que Rudyard Kipling a été baptisé. Chaque dimanche, il se rendait à cette église pour la messe. Pour Kipling, je pense que c'était un moment important où il constatait la division de la société entre les colons et les Indiens. Et pour un enfant de 4 ou 5 ans, cela devait être très impressionnant. La société est divisée, mais le jeune Kipling parle hindi et s'habille comme un Indien. Lors de ses promenades dans la ville, il est en extase devant les parades des Maharajas. Loin de la très confinée société anglaise, ces visions oniriques forment la matière des histoires comme ça, d'autres contes écrits par Kipling dans l'esprit du livre de la jungle. J'ai le souvenir du marché aux fruits de Bombay, en compagnie de mon Aya, et plus tard de ma sœur, de son landau, puis le retour à la maison, nos achats empilés sur l'avant de celui-ci. L'Inde profonde, celle qui prend aux tripes le petit Kipling, c'est le marché aux fruits, à 3 km de Saint-Thomas, en marchant vers le nord de la ville. C'est un marché couvert, nommé Crawford Market, et aujourd'hui encore un kaléidoscope de sons, de couleurs, de parfums. Sur la façade extérieure, une partie des bas-reliefs a été réalisée à partir des esquisses de John Longwood Kipling, le père de Rudyard. Ils seront pour ses fils une source de rêverie et d'inspiration. Je me trouve à l'entrée du Crawford Market, qui est le principal marché municipal de Bombay. C'était déjà le marché le plus important de la ville en 1869, à l'époque coloniale. Il a été construit dans le style gothique. À l'époque des visites du petit Kipling, il y a un siècle et demi, cette œuvre, une fontaine, était providentielle. À cette époque, Kipling devait marcher pour venir ici. Nous ne sommes pas très loin de chez lui. Cela devait être une jolie promenade pour lui. Venir au marché devait être un moment privilégié, très excitant pour un jeune enfant comme lui, de voir autant de couleurs, d'épices, de senteurs. Plus tard, il a sans doute inconsciemment repensé à ses visites ici. C'est ici, au Crawford Market, que les colons britanniques venaient faire leurs emplettes. Les premières odeurs demeurent toujours en mémoire. Donnez-moi quelques bâtons de cannelle, s'il vous plaît. En Inde, toutes les épices sont importantes. Mais si je devais n'en choisir que 2, je prendrais la cannelle et la cardamome, 2 épices que l'on retrouve dans les plats sucrés, mais aussi salés. Lors de chacune de ses visites au marché, Kipling est frappé par les attitudes des vendeurs en tenue traditionnelle, par leur visage aussi, des silhouettes dont il se servira plus tard pour écrire ses contes. Je suis certain que Kipling a été frappé par l'aspect de ce marché, par son esthétique. Par exemple, il a été marqué par ses porteurs en dhoti, ce pagne typiquement indien. Il y en a encore ici. Ce sont des personnages que l'on retrouve dans ses écrits, ces images l'ayant marqué inconsciemment. Il les a conservées en tête. Cette Inde idyllique aux yeux d'un petit Britannique, cette ville de Bombay, le petit Rudyard va devoir la quitter à l'âge de 6 ans afin de recevoir une éducation classique en Angleterre. Dans le livre de la jungle, Mowgli lui aussi devra quitter sa forêt pour rejoindre le monde des hommes. Devenu adulte, Kipling sera un infatigable voyageur, sillonnant le monde et trimballant avec lui ses souvenirs de l'Inde, son paradis perdu. Un pays qu'il ne cessera de magnifier dans ses contes. Le livre de la jungle sera publié en 1894.
1894 pour le livre et 1967 pour le dessin animé. Édulcoré, façon Disney. L'équipe avait jugé le livre un peu trop sombre. Et oui, il n'y a pas d'ours qui chante, par exemple, chez Kipling. Être un ours, donc comme Balou ou une vache en Inde. Elles sont heureuses, les vaches, là-bas. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. C'est le pays au monde qui détient le plus de vaches, l'Inde, avec pas loin de 300 millions de bêtes à cornes, et elles sont plutôt heureuses dans ce pays où l'amour pour les bovins n'est pas vache. En Inde, elle est sacrée. Des voyageurs le racontent, le dieu Brahma, à l'origine du monde, l'aurait créé en même temps que le Brahman. Les Brahmanes sont des philosophes, le ruminant en Inde est donc un intello. Elle est surtout bon camarade de Krishna, un autre dieu qui a grandi entouré de vaches. Gandhi l'appellerait carrément maman, de cela on n'est pas sûr, mais il arrive parfois que l'intérêt de la religion croise aussi un certain pragmatisme, et c'est le cas avec la vache. Elle est sacrée, peut-être aussi parce qu'elle produit du lait, avec lequel on fait le lassi, qui est à l'Inde ce que la bière est à l'Allemagne, le soda aux USA ou le thé aux Chinois. Mais ce n'est pas tout. La vache produit aussi de la bouse. C'est moins vénérable, mais très utile. 700 millions de tonnes de bouse en Inde, ça tient dans 17 millions de poids lourds. Et mélangé avec de la paille, ça devient un combustible validé par Nicolas Hulot. Et sinon, ça fait de l'engrais. Mais ce n'est pas tout. Dans la série Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, certains Indiens récupèrent aussi l'urine de la bête. Ça peut servir de désinfectant pour la maison et même pour le corps. On la soigne, on la nourrit, on la respecte. Sur la route, c'est elle qui a la prio, mais elle commence à poser sérieusement des problèmes. D'après le Financial Times, certains paysans commencent à se plaindre des bêtes qui piétinent tout avec leurs gros sabots et grignotent les récoltes. Mais surtout, le pays devient un acteur sérieux dans le marché de la viande. Il fait maintenant partie des plus gros exportateurs au monde. Oui, le pays où la vache est sacrée est aussi celui qui en vend le plus. Et le bovin pourrait bien se retrouver au milieu d'une guerre de religion entre celui qui croyait à la vache et celui qui n'y croyait pas. On joue à domicile dans un instant. Je vais vous emmener à Paris sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, c'est l'un des quartiers les plus chers du monde avec la 5e avenue de New York ou Causeway Bay à Hong Kong. Eh bien moi, je vais vous proposer d'y faire du camping. On ne sera pas les premiers à planter des sardines, vous verrez ça dans l'incontournable. Avant cela, direction Cuba à La Havane, Calle 41. C'est l'adresse de la mythique boîte le Buena Vista Social Club. Le club a fermé, mais un disque puis un film l'ont ressuscité. 9 millions d'albums vendus et le monde redécouvre la richesse de la musique cubaine. Cuba, une terre de musique qui a donné au monde des rythmes entraînants. Rumba, cha-cha-cha, mambo. Dans les rues de La Havane, les groupes live jouent toujours les mêmes classiques. Et parmi eux, le plus mythique est sans doute El Son, ce son cubain que la terre entière connaît grâce à un album culte, le Buena Vista Social Club. Si cette musique cubaine est si envoûtante, c'est qu'elle est née au point de rencontre entre différentes cultures. Celle de la vieille Europe, avec la langue espagnole, et celle de l'Afrique, avec ses rythmes et ses percussions. Un héritage fièrement porté par tout un peuple à l'histoire tourmentée. L'histoire du métissage cubain, qu'il soit humain ou musical, commence ici, il y a plus de 500 ans, quand les Espagnols s'installent à La Havane. Au cœur de la vieille ville se dresse le Castillo de la Real Fuerza, le château de la Force royale, l'une des plus anciennes forteresses en pierre d'Amérique. Construite au XVIe siècle par le roi Philippe II, elle fut longtemps la résidence du gouverneur général de l'île. Quand l'Espagne et son nouvel empire colonial étaient objets de convoitise, quand, à La Havane, transitaient les galions espagnols chargés de trésors et de richesses.
À l'origine, cette forteresse permettait aux autorités espagnoles de défendre ce territoire des attaques continuelles des pirates et des corsaires. Car, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils n'attaquaient pas de façon isolée, mais se constituaient en véritable flotte de flibustiers menaçant la présence et la stabilité de l'Espagne sur le territoire américain. Ainsi protégée, la Havane accueille alors navires et équipages qui se préparent à traverser l'océan. Et ce commerce transatlantique crée très vite de nouvelles opportunités. La population espagnole qui arrive à Cuba est dans un premier temps une population composée de militaires, puis plus tard d'hommes d'affaires, en général des personnes qui cherchent à changer de vie. La Havane devient alors une place commerciale, ce qui permet à un grand nombre de familles espagnoles de s'installer et de se mélanger avec la population locale, engendrant ce qui, au fil des siècles, deviendra la population cubaine, sortir de l'espagnol pour se convertir en cubain. C'est l'époque où, à la Havane, les troubadours chantent des boléros, des ballades sentimentales espagnoles. Une époque où l'Espagne est la puissance dominante et Cuba le joyau de son empire colonial. En témoigne le patrimoine architectural éblouissant de la Havane. Comme ici, la Plaza de Armas, la plus ancienne place de la Havane, aménagée au début du XVIe siècle. Ou encore la cathédrale San Cristóbal de style baroque, érigée au XVIIIe siècle. Admirablement conservée, avec ses places grandioses et ses nombreux édifices coloniaux, la vieille Havane raconte l'immense richesse accumulée par l'Espagne au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Mais cette richesse a son revers de médaille, dont résultera le formidable métissage cubain. Elle s'est bâtie sur la sueur des esclaves, arrachés à leurs terres africaines, pour travailler dans les champs de café et de canne à sucre. Comme ici, dans cette région de Santa Clara, à environ 300 km de la Havane. Plus de 730 000 esclaves africains, la moitié de la population cubaine à la fin du XIXe siècle, vont transporter avec eux leurs croyances et leurs traditions musicales faites de chants et de percussions. Et c'est après l'abolition de l'esclavage en 1886 et après les guerres d'indépendance que va naître cette nouvelle identité cubaine. Au même moment, la Havane est marquée par un fort développement urbain, dû à la migration des campagnes vers les villes. Les quartiers populaires, comme celui de Centro Habana, voient le jour. La société est alors en plein bouleversement. D'une certaine manière, on cherchait à définir ce qui était purement cubain. Et la musique, à ce moment-là, joua un rôle fondamental. De façon très claire, on voyait l'influence de ce nouveau Cuba qui était en train de naître et qui était un mélange d'Espagne et d'Afrique. Le natif cubain portait en lui ces nouvelles formes d'expression. Et c'est précisément en ce début du XXe siècle, au moment où naît cette nouvelle identité cubaine, qu'apparaît une nouvelle musique, un rythme original, fusion des traditions musicales africaines et espagnoles. Une musique festive que les Cubains vont baptiser El Son. Le son va très vite se propager et conquérir tout le pays,
commencer par les rues de la Havane. Le son, par son caractère populaire, ne fut pas bien accueilli, surtout par la population blanche du pays. Parce que d'un seul coup, on dansait de façon lascive, de façon plus joyeuse aussi. Alors que dans les grandes maisons, on dansait le danzón et d'autres danses plus distinguées. Et d'une certaine manière, c'était difficile à accepter. El Son sera même perçu comme une menace à l'ordre public et interdit dans un premier temps. Mais rien ne résiste à la puissance de la musique, et dans les clubs réservés aux Noirs, le son fait fureur. On le danse corps collé, jambes entrelacées. Mais les années 20 sont folles, et la bonne société succombe à son tour à ce rythme envoûtant. Plus qu'aucun autre, c'est le quartier du Vedado qui symbolise ces années-là. Ce quartier au quadrillage quasi parfait, qui rappelle aujourd'hui les grandes villes américaines, connaît un boom dans les années 20. C'est l'époque de la prohibition aux États-Unis, tandis qu'à Cuba, le rhum coule à flot. À l'est, le long du Malecón, la promenade du front de mer de la Havane, de nouveaux immeubles apparaissent. Des hôtels surtout, construits pour accueillir ces riches Américains qui viennent tenter leur chance dans les casinos. La mafia de Chicago débarque à son tour et y construit des hôtels, comme ici, le Riviera. On trouve aussi dans le quartier du Vedado d'innombrables nightclubs et des cabarets de taille gigantesque comme le Tropicana, un des cabarets les plus luxueux du monde, avec sa voûte tropicale de verre. Cuba ne dormait pas. Tout était fête, musique, danse. C'était prendre son bain, dîner et aller danser jusqu'à 4 h du matin, puis retourner au travail à 7 h. C'était comme ça. Un peu fou. Cette vie nocturne, intense et trépidante, fait le bonheur des musiciens. Mais avec la Révolution, tout bascule. La fête est finie. En 1959, Fidel Castro prend le pouvoir. Et à La Havane, les cabarets ferment les uns après les autres. Les musiciens cubains sont remerciés et pendant plus de 30 ans, la musique cubaine ne franchira plus le Malecón. La renaissance du son ne reviendra que près de 30 ans plus tard, à l'occasion du succès planétaire du disque du Buena Vista Social Club qui reprend les grands titres de l'époque. Jesus, qui habite aujourd'hui le quartier du Vedado, a accompagné de près cette aventure. Il était là quand les producteurs de l'album se mirent en quête de ces anciennes gloires du son. On avait besoin d'un chanteur avec un timbre particulier et on est parti en quête d'Ibrahim Ferrer. Mais Ibrahim ne voulait pas travailler. Il nous a dit « Non, 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 je ne veux plus entendre parler de musique. Il cirait des chaussures. » Bon, en fin de compte, on a réussi à le persuader et on l'a emmené à Legrem, le studio d'enregistrement. Et quand il a chanté la première chanson, ça a été le succès immédiat. En 1996, c'est dans le Vedado, rue San Miguel, que le disque est enregistré en à peine une semaine. L'année suivante, il reçoit un Grammy Award et est sélectionné par le magazine Rolling Stone comme l'un des 500 plus grands albums de tous les temps.
Le phénomène Buena Vista Social Club est arrivé à nos oreilles quand, à Cuba, on était dans une autre dimension de la musique. C'était comme quelque chose d'anachronique pour nous autres Cubains. Mais inévitablement, on en était fiers, plein d'orgueil. C'était notre musique la plus authentique qui triomphait dans le monde. Donc le phénomène Buena Vista Social Club, que Dieu le bénisse. Le Buena Vista aura ressuscité El Son, cette musique traditionnelle à la source de l'identité d'un pays qu'il avait presque oublié. Aujourd'hui, après 30 ans d'absence, El Son a repris le chemin de la rue pour notre plus grand plaisir et celui du peuple cubain. Ibrahim Ferrer, le scieur de chaussures, Compay Segundo, beaucoup sont morts depuis, mais leur musique, elle, reste. Il y a même eu un concert à la Maison-Blanche il y a 3 ans devant Barack Obama. Ça faisait 50 ans que ces murs n'avaient pas vibré au rythme cubain. Après le Malécon cubain, retour en France avec les Champs-Élysées à Paris. L'avenue a la réputation d'être la plus propre de la capitale, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est l'incontournable. Un peu plus de 2 km séparent la place de la Concorde de celle de l'Étoile, dominée par l'Arc de Triomphe. Le mieux, c'est de les faire à pied. À 2 pas, le palais de l'Élysée ne se dévoile qu'exceptionnellement pour les journées du patrimoine. Un peu plus bas, le Grand Palais, lui, se visite toute l'année. Mais les Champs-Élysées, c'est surtout le règne de la consommation. Le luxe côtoie les grandes enseignes et les fameuses brasseries parisiennes, où les prix, eux aussi, sont fameux. On la surnomme modestement la plus belle avenue du monde. En tout cas, 100 millions de promeneurs la parcourent chaque année. Incontournable Champs-Élysées qui cache une toute autre histoire. Celle d'un campement insolite qui va devenir une attraction parisienne. L'historien Jacques Antray nous conduit plus de 200 ans en arrière, au printemps 1814. À cette époque, l'empereur Napoléon Ier, après la débâcle de Russie, est à la merci de l'armée russe, emmenée par le tsar Alexandre Ier. Le 30 mars 1814, à la suite d'une campagne qui a duré 3 mois, les troupes russes et prussiennes principalement sont devant Paris, au nord et à l'est. Et le lendemain, le 31 mars, les troupes coalisées défilent dans Paris, depuis les portes, jusqu'en direction de l'actuelle place de la Concorde. Les troupes arborent sur leur coiffure un rameau vert qui est un symbole de paix. Et au terme de cette entrée dans Paris, les troupes prussiennes d'un côté, russes et notamment cosaques de l'autre, s'installent sur les Champs-Élysées. En attendant qu'un traité de paix soit signé, Alexandre Ier exige que ses troupes campent sur les Champs-Élysées. En ce début de 19e siècle, l'avenue n'est pas la promenade habituelle ni préférée de la bonne société parisienne. En 1814, les Champs-Élysées ont un aspect très différent de celui que l'on connaît actuellement. Il y a des bosquets d'arbres qui permettent aux prostituées, aux voleurs de se dissimuler. C'est un endroit que l'on fuit plutôt la nuit, à vrai dire. Et c'est cet endroit-là, malgré tout, que l'on choisit pour installer une grande partie des troupes d'occupation, avec d'un côté les Prussiens, plutôt du côté de la Seine, les Russes et en particulier les Cosaques, du côté nord, entre l'actuelle place de la Concorde et puis le palais de l'Élysée, qui existe déjà à cette époque-là, qui est une résidence impériale parmi d'autres. Au sein de la population française, l'annonce de l'installation des troupes russes sur les Champs-Élysées se répand comme une traînée de poudre. Un peuple en particulier suscite la curiosité des Parisiens, les Cosaques. Les Parisiens et les Français de façon générale ont une image très négative des Cosaques, qui a été construite véritablement par le pouvoir napoléonien, à travers la presse, à travers des brochures de propagande, à travers des gravures colorées que l'on expose à l'aventure des libraires. Et ceci a pour but de dresser véritablement la population civile contre l'envahisseur. Ils montent des petits chevaux hérissés, ils portent des peaux de bête, portent des grands bonnets sur la tête. Ils ont cette longue lance qui parfois peut faire 3 mètres, un aspect très différent, oui, qui effraie. Un drôle de spectacle va alors se dérouler sur les Champs-Élysées pendant le printemps 1814. Fascinés par l'exotisme des soldats cosaques, dont ils entendent parler, les Parisiens prennent leur courage à 2 mains et se rendent sur place.
Donc passé le premier temps de peur, d'étonnement peut-être, les Parisiens se précipitent sur les Champs-Élysées, ça devient le lieu de promenade. Donc on a des gens de l'aristocratie, de la bourgeoisie, des femmes élégantes qui viennent. Et donc les Parisiens défilent, circulent au milieu d'eux. Il y a aussi des marchands qui viennent parce que les Cosaques, les Russes de façon générale ont touché une solde plus importante à l'issue de cette campagne, vraiment très éprouvante pour eux, très dure. La proximité de la Seine fait que les Cosaques conduisent leurs chevaux jusqu'au fleuve pour les faire boire. On a dit, et c'est attesté pour d'autres régions que la région parisienne, on sait qu'ils n'hésitaient pas à se baigner dans le fleuve, parfois nus, ce qui effectivement étonnait la population civile. La cohabitation entre les Parisiens et les Cosaques se déroule sans trop d'accrochage. Le tsar Alexandre Ier veille à instaurer un climat propice à la paix, comme ce 10 avril 1814. Donc le 10 avril 1814, fait exceptionnel, en fonction du calendrier liturgique, la Pâque orthodoxe et la Pâque catholique coïncident. Donc le tsar décide de s'emparer de cette circonstance exceptionnelle pour organiser sur l'actuelle place de la Concorde une cérémonie religieuse, donc un Te Deum, en présence de l'ensemble de ses troupes, du moins celles qui sont réunies à Paris, de dignitaires français également qui sont invités, et puis d'une partie du peuple parisien qui assiste à la fête. Il s'agit aussi de manifester en plein cœur de Paris une volonté de paix, de réorganisation de la diplomatie européenne. Paris réussit pour le tsar. Le 3 juin 1814, après la signature d'un traité de paix, Alexandre Ier et ses troupes quittent Paris et la France pour retourner en Russie. De leur présence, le futur écrivain Victor Hugo, alors âgé de 12 ans, en rédigera plus tard ces quelques lignes. Les Cosaques ne ressemblaient aucunement à leurs images, ils n'avaient pas de collier d'oreilles humaines, ils ne volaient pas les montres, ils ne mettaient pas le feu aux maisons. Ils étaient doux et polis, ils avaient un profond respect de Paris, qui était pour eux une ville sainte. L'histoire raconte que le tsar Alexandre Ier remboursera la France pour les arbres arrachés par ses troupes pour se chauffer durant leur séjour parisien. Ces arbres qui soulignent la perspective de la plus belle avenue du monde. Allez, on lève le camp. Invitation au voyage, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. D'ici là, je vais me glisser derrière la page Facebook de l'émission pour lire chacun de vos messages et y répondre évidemment. À très vite, bis bald.